Bonjour à toutes et à tous, je sais plus trop faire des vidéos, j'ai plus du tout l'habitude, mais j'avais très envie de partager, comme je l'ai fait jusque-là, mes grands coups de cœur de l'année 2021, oui. Mes grands coups de cœur littéraires, c'est une année pendant laquelle j'ai pas mal lu. J'ai lu essentiellement des autrices cette année, on sans surprise, mais j'avais fait un peu plus d'efforts l'année dernière. Là, j'avoue qu'en voyant le panel de tout ce que j'ai lu beaucoup de femmes et j'ai eu d'énormes coups de cœur. Je commence sans plus tarder puisque cette vidéo va être longue. D'abord, l'une des grandes découvertes de l'année, c'est l'autrice Anne Serre. Alors, Anne Serre, j'ai commencé par la découvrir avec son recueil de nouvelles Au cœur d'un été tout en or. Et son écriture, c'est exactement tout ce que j'aime et tout ce que, en tant qu'écrivaine, je n'arrive pas, ou en tout cas ce avec quoi je me bats, ce que j'arrive pas à atteindre. C'est une sorte déjà de porosité entre la fiction et ce qui semble être de l'intime. C'est-à-dire que on se balade d'histoire en histoire, les histoires se répondent les unes aux autres plus ou moins. On peut imaginer que ce sont des morceaux d'une même personne. Il y a des souvenirs de l'enfance, des liens à la mère, des liens amoureux, mais tout est d'une justesse, mais mon Dieu, une justesse folle. Et en fait, j'ai fermé ce livre et je me suis dit, mais qui est cette femme? Vraiment, comment ne suis-je pas au courant de son existence? Donc j'ai acheté plein de livres d'elle. Et alors, autre énorme coup de cœur, j'ai envie de parler des débutants de Anne Serre. C'est une écriture du couple, de l'amour et de l'usure, ou pas d'ailleurs, puisque le pitch c'est que l'héroïne qui s'appelle Anna, l'autrice s'appelle Anne, elle joue beaucoup de ce jeu de miroir. La narratrice s'appelle Anna, elle est depuis 20 ans avec son compagnon qui s'appelle Guillaume, avec qui a priori tout va bien, avec qui elle fait toujours l'amour, avec qui elle voyage, avec qui elle s'entend très bien. Mais un jour, elle croise la route d'un certain Thomas Lenz, ou Lenz, et là d'un coup tout bascule. C'est-à-dire que ça n'est pas l'histoire d'une femme qui s'ennuie dans son mariage et qui donc prend un amant. C'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus fin que ça. C'est vraiment tous les rouages amoureux, des prémices du désir qui se mettent en place alors que tout va bien et alors que le couple dans lequel on est va bien, eh bien, quelque chose arrive et fracasse cet équilibre. Et que faire de ce coup de tonnerre? Voilà, c'est vraiment l'étude en catimini, pas à pas. On suit cette héroïne dans ses doutes, dans ses errances. Est-ce qu'elle va aller à la rencontre de cet homme? Est-ce qu'elle va mettre en péril son couple? Et pourquoi le mettre en péril si tout va bien? Et pourquoi cet homme-là trouve une place dans son cœur puisque, a priori, tout va bien? C'est extraordinaire. Enfin, vraiment, je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de tout lire d'Anne Serre. Et je pourrais en faire une vidéo entière. Mais en tout cas, voilà, ces deux livres-là, immense coup de cœur. J'ai commencé l'année avec ça, donc autant vous dire que j'étais dynamisée. Ensuite, grand coup de cœur pour un premier roman adulte. Et j'en ai eu pas mal cette année. J'ai envie de défendre beaucoup de premiers romans cette année. Et là, il fallait absolument que je parle de Avant le jour de Madeleine Roth, je ne sais pas comment se prononce son nom. Parce qu'en fait, j'ai eu ce livre entre les mains alors que j'étais en train d'écrire mon propre livre qui s'appelle Ressac. J'ai eu ce livre entre les mains et j'y ai trouvé les mêmes préoccupations que les miennes, la même recherche littéraire, une recherche d'empreinte du quotidien, d'empreinte une photo comme ça d'un instant, de petites choses. La thématique est différente, mais vraiment la forme ressemble beaucoup à ce que j'ai poursuivi moi-même dans Ressac. On parle d'errance aussi et de solitude. C'est une jeune femme, une femme qui est mère, qui a une quarantaine d'années. Et je le précise parce que dans le livre, ça existe, il y a beaucoup d'interrogations sur ce que c'est que d'être une femme de 40 ans et quel rapport on a à la sexualité, à la séduction notamment et à la maternité. C'est une femme qui devait partir un week-end en Italie avec son amoureux, qui est un homme qui est pris, et cet homme ne vient pas. Et finalement, elle se retrouve à faire ce voyage en Italie toute seule, et le livre est le décompte, jour par jour, de ce voyage seul en Italie. C'est là que vraiment, dans la forme, ça a été terrassant de lire ça alors que je venais de terminer Ressac. On la suit jour par jour. Je pense que le voyage dure peut-être, ou le livre dure 4-5 jours. On la suit dans ses errances affectives. Elle remet en cause sa vie, elle remet en cause sa manière d'être tombée amoureuse et qu'est-ce que l'amour aujourd'hui peut lui apporter. C'est d'une grâce infinie. Mais vraiment infinie. Les tournures de phrases sont magnifiques, elles sont pleines d'économie, elles sont pleines de réserve, elles sont pudiques, elles sont très puissantes, il y a beaucoup de poésie. Je n'ai fait que le conseiller et le porter, c'est une petite édition en plus lyonnaise, et c'est un bijou absolu. Ensuite, 2021 est une année
pendant laquelle j'ai continué de lire pas mal de livres de Colette. Vous le savez peut-être si vous me suivez, mais Colette, c'est une de mes écrivaines préférées. J'adore sa plume, j'adore son humour. Je la trouve irrévérencieuse, je l'aime énormément. Donc cette année, j'ai eu 2 gros coups de cœur. 369 et L'étoile vespère. Ce sont 2 livres de fin de vie et 2 livres qui sont des récits, qui ne sont pas des romans. Je la préfère vraiment quand elle parle d'elle sans le masque de la fiction. Et là, alors dans 369, elle nous emmène à travers tous les lieux qu'elle a habités, les appartements, les maisons. Et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Pour celles et ceux ici qui auraient lu Ressac, vous le savez, j'ai un attachement au lieu et notamment à la maison de l'enfance, mais pas que, au lieu qu'on habite et qu'on investit, qui est sans fin. Donc là, mais c'est un régal. Et on l'a su avec ses animaux, on l'a su au Palais Royal. Elle décrit toutes ces petites maisons, parfois de briquet de broc, parfois terriblement congelées l'hiver. C'est vraiment un récit assez trivial et quotidien, mais plein d'humour. C'est Colette, quoi. Et L'étoile vespère, là, c'est un très beau texte de fin de vie. C'est celui qu'elle pensait être son dernier texte, et finalement, elle a écrit Le Fanal bleu ensuite, que je viens de terminer aussi. L'étoile vespère, elle revient sur sa vie. Et ce qui est fabuleux, c'est que tout n'est pas de même intensité dans le livre. Il y a des souvenirs très légers, il y a un souvenir avec une médium, je me souviens, parce qu'à la fin de sa vie, Colette est très connue. Donc beaucoup de gens, en fait, viennent lui rendre visite. On est dans les années 40, on est après la Seconde Guerre. Et c'est un peu, elle est devenue un peu emblématique. Et les gens, je le découvre en la lisant, frappent à sa porte et viennent lui tenir compagnie l'après-midi. Donc il y a un peu tout et rien qui se présente à sa porte. Et un jour, une médium se présente, et Colette l'accueille un peu dubitative, et elle lui parle de plein de choses, mais Colette, ça résonne pas du tout. Puis jusqu'à un moment où la médium lui dit, je vous dis ça de mémoire, mais ça m'avait marqué, la médium lui dit, mais votre petite chatte grise, elle devait beaucoup vous aimer, vous savez, elle est avec vous. Et là, Colette lui dit, mais attendez, ma chatte grise, vous la voyez ? Ah oui, tout à fait. Elle dit, mais comment savez-vous que c'est une chatte ? Elle dit, ah, mais parce que je le vois, elle me le dit. Et comme Colette adorait ces bêtes, ça l'a complètement émue et elle a adoré ce moment. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça très légères. Les descriptions sont toujours fantastiques et la langue, moi je reste complètement subjuguée par Colette. Et je sais que dans ce livre-là, elle aborde aussi son lien à la grossesse et à la maternité. Ça m'a beaucoup parlé parce que en fait Colette a été mère assez tard et elle a eu une seule fille et je savais peu de choses sur elle, sachant surtout que Colette a eu une vie vraiment pas libertine mais en tout cas très libre. Même si elle s'est mariée plusieurs fois, c'est quelqu'un qui allait d'amour en amour, qui a toujours été un peu irrévérencieuse, donc je me demandais quel rapport elle avait avec la maternité. Et elle en parle très bien. Elle en parle avec des mots de son époque, qu'aujourd'hui on formulerait autrement. Elle a cette objectivité de dire que quelque part, elle avait presque un rapport maternel, elle avait presque un rapport à la maternité d'homme, en tout cas de père. Que finalement, même en étant enceinte, elle arrivait peu à investir cet enfant, cette idée de l'enfant, cette idée de la grossesse et cette idée surtout de la maternité, je crois, et de ce que ça allait engager. Et elle revient aussi avec la même honnêteté, la même transparence sur l'émerveillement qu'elle éprouve de voir les tout petits doigts et les tout petits ongles de son bébé. Je sais pas, il y a une sincérité chez Colette, moi, qui en fait, plus je la lis et plus j'en suis certaine, qui en fait mon écrivaine préférée. Une de mes écrivaines préférées. Ensuite, énorme claque. Je pense que c'est ma plus grosse claque de l'année. Merci à ma libraire Cécile, à la librairie Rive Gauche à Lyon, de m'avoir mis ces trésors entre les mains. Emmanuel Pagano. Alors Emmanuel Pagano, moi, sombre inconnu, je ne connaissais absolument pas son nom. Ma libraire me dit, connaissant un peu mes lubies, me dit lis ça. Elle m'en donne 2. Le deuxième, je ne l'ai pas parce que je l'ai offert. Elle me donne L'absence d'oiseaux d'eau et Nouons-nous. Et les deux me terrassent. Donc je n'ai pas Nouons-nous, mais je peux vous en parler très rapidement. C'est un livre somptueux sur des fragments dédiés au fait de nouer ou dénouer un lien affectif. Et ça peut être un fragment de 4 lignes, comme d'une demi-page. Mais ce sont toujours des instants entre des personnages dont parfois on ne connaît même pas le genre, même pas l'identité, même pas tellement même le rapport. En termes de forme comme de fond, c'est un objet qui m'a fait du mal, quelque part. Parce qu'après ça, déjà j'avais envie de tronquer tout ce que j'écris d'à peu près 70% de son contenu. Tellement elle arrive à faire tenir en 4 lignes toute la douleur et toute la beauté d'une histoire d'amour. Et on arrive à L'absence d'oiseaux d'eau, qui là est un concept presque à la Sophie Calle, puisque c'est du récit, là, c'est pas de la fiction. Et alors, mais alors, accrochez-vous, si vous êtes des amoureux de l'amour, ou des nostalgiques de l'amour, je ne sais pas, mais si c'est une thématique, la passion amoureuse qui vous séduit, jetez-vous dessus. Le concept.
Emmanuelle Pagano, autrice, se dit avec un ami à elle, auteur qu'elle a rencontré en salon, et pourquoi pas s'écrire ensemble des lettres d'amour fictives. Pourquoi pas créer une correspondance amoureuse mais qui serait fictionnelle. Vous me voyez venir, puisque la lettre d'amour est une arme redoutable, évidemment elle opère. Et donc les écrivains tombent amoureux. Chacun est en couple. Et je vais ouvrir à Paillette puisque elle est enfermée et qu'elle me réclame. Voilà, donc les deux écrivains bien naïfs, à force de s'écrire des lettres d'amour, tombent amoureux. Et là, l'écrivain, dont on ne connaît pas l'identité, vous allez voir pourquoi, l'écrivain, lui, panique, parce qu'il n'a pas envie d'envoyer valser tout son couple et sa famille, et il demande à Emmanuelle Pagano d'interrompre ce projet, de ne pas faire le livre, ou en tout cas de lui rendre ses lettres à lui. Emmanuelle Pagano accepte, mais elle publie ses lettres à elle, qui figurent dans ce livre, et qui donc démarrent par des lettres fictives, on le sait, et on sent progressivement la chute, mais tête la première dans le gouffre qu'est la passion. Je défie quiconque d'écrire des lettres d'une telle puissance, d'un tel trouble, d'une telle violence érotique. Et c'est presque suffocant à lire parce que voilà, on sent toute la matière de cette passion qui l'étouffe, qui les noie en fait tous les deux. Et cette thématique de l'eau d'ailleurs revient énormément. Donc somptueux, voilà, somptueux. Alors je ne vous reparle pas de Clémentine Beauvais parce que je lui ai déjà dédié une vidéo sur cette chaîne, mais vraiment immense coup de cœur de l'année aussi. Clémentine Beauvais avec Décomposé, Les Petites Reines et Songe à la douceur que j'ai lu coup sur coup et qui m'ont subjuguée. Donc je la remets quand même ici, Clémentine Beauvais, si tu m'écoutes. Amen. Et je passe ensuite à une thématique beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile, néanmoins il me semble nécessaire, qui est la thématique de l'inceste. On a beaucoup parlé de ce sujet-là cette année, notamment avec le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, et avec la loi en fait qui a évolué sur ce sujet. J'ai enfin lu ce livre incroyable qui est Le berceau des dominations de Dorothée Ducy, qui est une anthropologue, la seule à ce jour à avoir travaillé sur ce qu'est l'inceste, non pas en tant que tabou universel et non pas donc en tant que notion philosophique, non pas en tant qu'idée, mais en tant qu'étude de terrain, c'est-à-dire qui sont les incesteurs. Et Dorothée Ducy part à la rencontre d'une petite dizaine, il me semble, d'incesteurs qui sont en prison, donc qui ont été jugés. Et d'ailleurs, elle regrette un peu de n'avoir eu accès, entre guillemets, qu'à cela, puisqu'en étant emprisonnée, en ayant été trimballée de procès en procès et en ayant vécu pendant des mois, voire des années, en ayant baigné dans cette rhétorique de l'inceste, victime, agresseur, etc., ont acquis une sorte de réflexe sémantique qui empêche un peu d'aller creuser vraiment. Mais tout de même, c'est édifiant. Et moi, ça m'a appris énormément de choses. Vous savez certainement, si vous me suivez, que je suis une immense admiratrice d'Anaïs Nin, par exemple. Anaïs Nin qui a été incestée par son père, d'abord dans l'enfance, et ensuite, à l'âge de 30 ans, elle retrouve ce père et ça recommence. Et en fait, ce qui a été fascinant, c'est que moi, la première, je pense que quand je l'ai lu à 20 ans, je ne l'ai pas du tout perçu comme je le perçois aujourd'hui. Je pouvais parler d'histoire, je pouvais avoir des formulations comme elle séduit son père ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, avec le recul, en ayant étudié concrètement ce qu'est l'inceste et comment il se met en place, et notamment grâce à Dorothée Ducy, elle explique de manière très simple, par exemple, qu'il n'y a jamais d'inceste entre deux individus de même âge. C'est-à-dire, il n'y a jamais d'inceste entre frères et sœurs de même âge, entre jumeaux, entre cousins de même âge. L'inceste est toujours initié par le plus âgé des deux protagonistes, dans tous les cas qu'elle a étudiés. Et c'est hyper important parce que c'est déjà la mise en place d'un rouage de domination. C'est-à-dire que parce que l'autre est plus jeune, on peut agir sur lui et on peut s'autoriser des gestes qui sont ceux de l'inceste et qui, même s'ils ne sont pas conscientisés comme tels quand c'est le cas entre deux enfants, malgré tout, il existe une sensation de domination. Et ça, c'est fascinant parce que ça donne énormément de clés. Et moi, pour appréhender Anaïs Nin, j'avais besoin de ces clés-là. Et Anaïs Nin, ce qu'elle en écrit et ce avec quoi elle se débat dans son écriture, son premier livre, c'est La Maison de l'inceste, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on lui a fait et qu'est-ce qu'elle fait de ça. Donc, ce livre de Dorothée Ducy que j'ai découvert grâce au podcast quand même de Charlotte Pudlowski, ou peut-être Une nuit, mais là aussi qui est presque d'utilité publique, qui serait presque nécessaire. Voilà, ça a été une lecture
évidemment extrêmement difficile, mais je pense que parfois il est quand même nécessaire de plonger un peu dans ces sujets-là, ne serait-ce que pour pouvoir aider et pour pouvoir entendre celles et ceux qui sont victimes d'inceste. Et du coup, bah évidemment, peut-être vous me voyez venir, il fallait que je lise enfin l'inceste d'Angot. Christine Angot, je la lis depuis longtemps, j'aime beaucoup son travail, je me fous complètement de la polémique Angot, ça m'est égal, c'est une femme qui se bat pour les mêmes choses que moi, qui a d'autres manières de le faire et qui a, à mon sens, énormément de talent. J'avais déjà lu Une semaine de vacances, dans laquelle elle raconte ce que lui fait subir son père. L'inceste, je ne l'avais jamais lu. Et c'est finalement un livre qui parle pas tant d'inceste que ça. En fait, c'est le résultat de l'inceste, ce livre. C'est une douleur, une suffocation, une violence, une peur de l'abandon, une folie presque, qui tourmente sa narratrice. On a la réponse, la clé de cette folie qu'à la presque toute fin du livre, où arrive l'inceste. Mais ça n'est vraiment pas le sujet même du livre, c'est sa clé. Là aussi, une écriture complètement folle. Les premières pages sont hors d'haleine, on a peine à s'y retrouver, mais c'est beau, c'est rude. Et puis petit à petit, je crois même qu'il y a une mise en abîme, ou je crois même qu'au sein même du livre, je l'ai lu depuis longtemps, mais la personne qui relit la narratrice lui dit « Oulala, mais c'est magnifique, mais c'est presque pas accessible. » Et hop, elle change de narration. Et d'un coup, son regard change, le prisme change, et on est beaucoup plus invité dans le livre. Donc c'était incroyable. Et évidemment, j'ai lu celui qui a eu le prix Médicis cette année, son dernier, qui est Le Voyage dans l'Est. Donc il y a quasiment 20 ans qu'il s'est parlé de livres. Christine Angot, elle parlait d'inceste déjà dans les années 90. Aujourd'hui, elle revient avec Le Voyage dans l'Est sur cette même thématique. La narratrice est cet enfant qui est abusé par ce père, un père qu'elle n'a pas connu, qui est un père qui l'a abandonné et qu'elle retrouve lorsqu'elle a 13 ans et qui abuse d'elle. Et en fait, ce qui est là aussi très intéressant et qui complète vraiment Dorothée Ducy, et qui complète en tout cas moi la recherche que j'avais sur cette question de l'inceste, plutôt que de se demander pourquoi ou de partir du principe qu'une fille séduit son père, demandons-nous qui est ce père qui se laisse séduire. Et demandons-nous quel est cet individu qui accepte de coucher avec sa fille. Il faut renverser en fait le questionnement. Il faut arrêter de se demander, parce que Christine Angot a subi cet inceste à 13 ans, et sa narratrice en est l'image. Et ensuite, plus tard, adulte et majeur, et ça n'en est pas moins un inceste. C'est un livre qui donne des clés sur cette question, et c'est un livre à mon sens qui est nécessaire pour qu'aujourd'hui la loi estime qu'en dessous de 18 ans, il ne peut y avoir de consentement possible dans le cadre d'un inceste. Mais ça sous-entend que passé 18 ans, il pourrait y avoir consentement à l'inceste. Et ça, en soi, ça ne se conçoit pas. Notamment déjà parce que Dorothée Ducy l'explique très bien. Lorsqu'il y a un inceste sur adolescent ou jeune adulte, les rouages de cet inceste ont été placés dans l'enfance. Dans tous les cas qu'elle a étudiés, aucun incesteur n'est allé vers sa victime lorsque celle-ci était adulte ou jeune adulte. Et donc ce sont toujours des rouages qui ont été placés dans l'enfance. Donc là aussi, c'est un fait qui est juste nécessaire à la compréhension de ce qu'est l'emprise et de à quel point l'emprise d'un parent écrase l'emprise tout court. L'emprise d'un parent, elle est sans limite. Voilà, ensuite, changeons d'atmosphère, quoique. Paillettes, les courses de sprint, on évite ? Non, on n'évite pas, d'accord. Très bien. Changement d'atmosphère donc, j'ai relu Une mort très douce de Simone de Beauvoir, qui était le texte de Simone de Beauvoir que j'ai préféré. Je l'avais déjà lu quand j'avais une vingtaine d'années et je me souviens que ça m'avait énormément marqué. J'aime beaucoup les témoignages déjà mère-fille, ces filles qui réfléchissent à leur lien avec leur mère, et je pense à Annie Ernaux, mais j'avais adoré ce texte dont le titre est ironique puisque la mort de sa mère est tout sauf très douce. C'est une mort hospitalisée et c'est assez édifiant parce que c'est un texte qui a dû être écrit, alors j'ai plus la date, dans les années 60 je dirais, oui 64. Donc c'est un texte qui date de 64 et qui pourtant est d'une actualité assez triste. C'est le récit d'une mère qui se fait hospitaliser pour une raison bénigne et qui, une fois à l'hôpital, à qui on découvre un cancer, et un cancer en phase quasi terminale. Et on suit, Simone de Beauvoir écrit quasiment ça au jour le jour, enfin c'est vraiment un témoignage à chaud du déroulement de cette hospitalisation et de son rapport à sa mère qui change, qui évolue, qui se transforme. On avait découvert sa mère dans Mémoire d'une jeune fille rangée, une mère très dure et très froide et surtout très conventionnelle, ce que n'était pas du tout Simone de Beauvoir. Elles étaient très très loin l'une de l'autre. Et là, dans cette diminution de cette mère malade, Simone y trouve une place nouvelle, elle se retrouve
la protectrice de sa mère, elle se retrouve presque le parent de sa mère, et je pense que c'est quelque chose qu'éprouvent énormément de gens dont les parents sont hospitalisés. Sans être hospitalisés, même des parents qui rentrent en sénilité ou dans une maladie d'Alzheimer ou dans une forme de dépendance. Donc c'est un texte magnifique, je crois que Sartre avait dit que c'était d'ailleurs le plus beau de ses textes. Et je l'ai trouvé cet été sur un marché aux livres, et j'ai trouvé en plus cette très belle édition Lila, magnifique. Donc je l'ai relu d'une traite et c'est toujours aussi incroyable. Et je me souviens d'un passage là en le feuilletant, magnifique. C'est un minuscule détail, mais sa mère est morte et elles sont en train de ranger en fait les affaires. Elles sont en train avec sa petite sœur de savoir, de réfléchir à quoi faire de toutes ces affaires chez elle. Et elle se pose la question de quoi faire de son alliance. Quoi faire de ce petit anneau d'or. Je n'ai plus la formulation en tête, mais vraiment, il y a quelques lignes qui m'ont serré la gorge. Et on sait en plus l'importance qu'accordait Simone de Beauvoir au symbole, puisque même si enterrée avec Sartre, elle l'est portant l'anneau que lui avait offert Nelson Algren. Donc, moi, ça m'a beaucoup émue de lire ça de sa part. Et j'ai également lu la suite de son journal intime, de ses mémoires, pardon, pas du tout un journal, c'est écrit bien après. Son journal La force de l'âge, qui est le récit de sa vie pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est d'abord son entrée dans la liberté, puisqu'elle devient professeure, elle est séparée de Sartre, elle va vivre à Marseille, et à Marseille elle part marcher dans les collines, en espadrille, et elle découvre en fait la liberté que c'est d'avoir une petite chambre, ses élèves, et gagner son propre argent, et de pouvoir vivre et écrire. Et ensuite toute la lourdeur et l'horreur de la guerre. En tant que récit historique, pour moi qui connaissais assez peu de choses, j'avoue, sur cette période, à part évidemment ce qu'on nous apprend à l'école, mais j'avais pas d'expérience de ce que c'était d'être en France à cette époque-là. Et même si l'expérience reste celle d'une privilégiée et reste assez... En fait, elle a quand même une espèce de sincérité, malgré ce qu'on peut lui reprocher, qui est d'admettre que avant que cette guerre n'éclate, elle et Sartre étaient dans une forme de non-engagement politique, en fait, vraiment, par volonté. Et que cette guerre les force à prendre conscience, de leurs privilèges. Et Simone de Beauvoir va aller plus loin parce qu'elle va se séparer de Sartre en faisant remarquer à Sartre que lui a un privilège en tant qu'homme et que la liberté à laquelle Sartre prétend n'est pas accessible aux femmes, et c'est tout le travail ensuite de déconstruction que va faire Simone de Beauvoir dans le Deuxième Sexe, mais c'est vraiment le récit de l'apprentissage d'un engagement politique. Je l'ai emmené avec moi en vacances et vraiment je ne l'ai pas lâché, donc édifiant. Je voulais juste rajouter quelque chose que j'ai complètement oublié lorsque j'ai parlé de La force de l'âge de Beauvoir. En fait, Beauvoir nous parle beaucoup aussi d'écriture. C'est vraiment le tome de ses mémoires dans lequel elle explore l'écriture. Elle est d'abord, donc je le disais, professeure, mais là elle se met à écrire et on a les coulisses quelque part de la rédaction de beaucoup de ses livres et notamment de l'invité qui faisait partie de mes lectures préférées de l'année 2019 peut-être, que j'avais vraiment adoré et dans lequel je reconnaissais des aspects de l'histoire de Sartre et Beauvoir. Et là vraiment il y a des passages que j'ai trouvé passionnants pour moi qui essaye d'écrire aussi, qui m'ont donné beaucoup de clés, beaucoup de pistes. Voilà, je trouvais important d'en parler parce que je me rends compte que les passages que j'ai surlignés sont essentiellement liés à l'écriture, à l'idée de la littérature, qu'est-ce que c'est qu'écrire. Pourquoi écrivons-nous? Comment écrire? Comment raconter une histoire? Quelques passages également sur son non-désir de maternité, qui est déjà assez tabou aujourd'hui, mais qu'il était bien davantage dans les années 30. Donc voilà, des choses très intimes et très constructives qui m'ont énormément plu dans ce livre et que je n'ai pas partagé hier. Je prends quand même le temps, elle a pas besoin de moi non plus. Duras, on est sur des... Bon, voilà, c'est des pontes de la littérature, mais je dois bien en parler quand même, parce que là aussi, c'est le deuxième livre que j'avais emporté avec moi cet été. C'est Les petits chevaux de Tarquinia de Duras, que j'ai lu parce que je me suis intéressée à son histoire d'amour avec Yann Andrea, qui était un très jeune homme, a priori plutôt homosexuel au départ que bisexuel, et qui pour Duras a fait comme ça, a eu une sorte de coup de foudre, et avec qui ils ont vécu une histoire, enfin avec qui il a vécu une histoire assez troublante et violente. Et Marguerite Duras était déjà à la fin de sa vie et déjà ruinée par l'alcoolisme. Bref, et donc Yann Andrea, je me souviens, lui avait dit dans une lettre que c'est après avoir lu ce livre-là qu'il avait voulu lui écrire et que de leur correspondance est né un amour. Donc ça m'avait toujours un peu, j'avais retenu ce titre, et quand je l'ai trouvé en bouquiniste, je me suis jetée dessus sans savoir de quoi ça parlait, et je l'ai emmené en vacances avec moi. Et alors là aussi, complètement intriguant, c'est très déstabilisant,
Alors, j'ai envie de dire c'est du Duras, mais c'est du bon Duras parce que je n'aime pas tout. On est en Italie, dans un endroit où il fait très chaud, il fait très moite, il fait lourd. La narratrice a trop chaud, elle est pas bien. Elle est venue là avec son compagnon et son fils. Et elle se dit, mais pourquoi j'ai accepté de venir en fait on peut rien faire. Enfin, on sent vraiment la moiteur de l'été. Puis alors moi qui suis traumatisée par la chaleur, j'étais pas bien du tout en lisant ça. J'étais en pleine Normandie hein, pour vous dire quand je l'ai lu. Et donc on la suit comme ça dans une sorte de mollesse, une oisiveté molle de l'été. Ils sont avec un groupe d'amis, ils se retrouvent comme ça à la plage à telle heure, mais chacun arrive en retard. Enfin c'est vraiment, il y a l'indolence de l'été est retranscrite à merveille dans ce livre. Et puis un jour arrive un homme avec son bateau que personne ne connaît et démarre un jeu de séduction avec cet homme. Et là où en fait elle est complètement déstabilisante, Duras, c'est que c'est pas l'histoire d'une tromperie, c'est l'histoire de est-ce que vraiment on a l'énergie de se lancer là-dedans? Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce désir qui pointe, qui miroite? Qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait cette espèce d'inertie molle et chaude va jusque dans cet amour, en tout cas cette luxure, ce désir qui n'aboutit pas. Parce qu'après tout, où est-ce que ça va nous emmener? À quoi bon? Et, et tout ce qui aurait pu faire la sève du livre nous est retiré. C'est du Duras. C'est trouble, c'est inattendu. Les dialogues ne vont jamais là où on s'attend. Il y a aussi tout un parallèle avec une femme qui a perdu son fils dans les monts de ce pays, une femme paysanne, et qui refuse de partir. Son fils est mort, je crois, à cause d'une explosion de mine. Et elle a rassemblé le corps de son fils dans une malle et elle est assise sur cette malle, elle ne s'alimente plus et elle refuse de partir. Et les protagonistes qui, eux, sont ils sont en vacances, donc eux, ils sont loin de ces considérations-là. Ils savent pas quoi faire, ils s'entretiennent avec cette femme, parfois ils vont la nourrir. C'est complètement... Je peux pas vous le décrire, en fait. C'est ce que j'essaie de faire, mais je me rends compte que c'est pas du tout à l'image du livre, finalement, c'était pas très bon. Mais je peux quand même vous lire la quatrième. C'est un dialogue, quelqu'un parle et dit « Il n'y a pas de vacances à l'amour », dit-il. Ça n'existe pas. L'amour, il faut le vivre complètement, avec son ennui et tout. Il n'y a pas de vacances possibles à ça. Il parlait sans la regarder, face au fleuve. Et c'est ça l'amour. S'y soustraire, on ne peut pas. Voilà. C'est-à-dire que l'amour vous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on a encore l'audace, l'énergie et la naïveté peut-être d'y aller, de se lancer. Alors je ne sais pas si c'est de l'avoir lu en plein mois de juillet, toute seule, dans un manoir à Trouville, là où Marguerite Duras a écrit ses livres, qui a fait que j'ai fusionné à ce texte. Mais là aussi, j'arrivais plus à le lâcher et je savais pas du tout où elle m'emmenait, mais je me laissais délicieusement trimballer. Ensuite, je vais vous parler encore d'une jeune autrice dont j'ai adoré les deux ouvrages. Son livre que j'ai lu cette année s'appelle De mon plein gré. Et il fait écho, dans son titre, à son premier roman que j'avais adoré, qui s'appelle À la demande d'un tiers. Donc on a, dans le premier roman, avec ce titre, À la demande d'un tiers, l'idée d'une passivité, d'une dépossession de soi. Et là, avec De mon plein gré, au contraire, d'une reprise en charge, d'une autonomie, d'une indépendance, d'une décision. Donc je trouve que les deux titres se répondent à merveille. Et alors, j'ai envie de parler presque des deux en même temps. Pour moi, c'est vraiment une écriture, là aussi, qui semble être une écriture de récit. Et dans De mon plein gré, on suit une narratrice qui se retrouve au poste de police. Et on découvre en fait, au fur et à mesure, ce pourquoi elle est là, même si, bon, peu de doute. C'est le récit de ce qu'est la prise en charge des victimes dans un commissariat, ce que peut être, en tout cas, la prise en charge, la manière dont ça se passe. C'est étrange, j'en ai un souvenir extrêmement flou. Je me souviens beaucoup je dis héroïne, mais ce ne sont pas des héroïnes, de la narratrice. Je me souviens beaucoup de l'atmosphère du livre, je me souviens très très bien des pièces qu'elle décrit. Et en fait, on est avec elle dans cette espèce de brouillard. Et petit à petit, par l'écriture, là, dans le livre, la mémoire arrive, la mémoire revient. Et l'héroïne doit apprendre à se défaire de sa culpabilité, puisqu'elle est victime et non pas agresseuse. Il n'y a rien en trop, c'est tellement juste, c'est tellement aiguisé, c'est un peu écorché. C'est une écriture qui m'a marquée, en tout cas, et que j'ai envie de retrouver. Et dans À la demande d'un tiers, là, on est sur le thème de la maladie mentale. C'est le récit de l'enfermement à la demande d'un tiers de sa propre sœur, de la sœur de la narratrice. En parallèle de cet enfermement, la narratrice raconte sa peur des requins. Le lien qui est tissé entre les deux, entre la peur de la folie et cette métaphore du requin qui va tout dévorer, est magnifique. C'est très 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 sensible. Donc voilà, Mathilde Forget, très jeune autrice, hein, je crois qu'elle a une trentaine d'années. Moi personnellement,
coup de cœur immense et j'attends vraiment la suite. Les deux m'ont plu, lecture coup de poing, sans aucun doute. Ensuite, ah oui, alors j'avais très envie de vous parler d'un livre que je n'ai pas parce que c'est pas le mien, parce que c'est le livre de mon mec et que en fait il me l'a fait lire cet été. On l'a lu ensemble en Bretagne. C'est un livre de Sue Hubble qui s'appelle Une année à la campagne. C'est le récit mais savoureux, drôle, ludique, malin, sensible d'une femme qui se retrouve à vivre dans le Missouri, je crois. Une femme qui était une universitaire et qui, avec son mari, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, ont décidé d'acheter une ferme avec des ruches pour faire du miel, changer de vie et se mettre au vert, etc. Sauf qu'ils se séparent et que Sue Hubble se retrouve seule dans cette ferme. Et c'est le récit de 1 an de sa vie. Bon, bien après cette rupture, hein, on est vraiment avec une narratrice qui s'est rebâtie et elle ne nous donne pas les clés de cette réparation. On est vraiment dans l'après. Mais donc on est avec elle sur sa vie, sur sa ferme. Et qu'est-ce qui se passe en hiver quand il y a 1 mètre de neige et qu'il faut sortir ses camions et qu'il faut aller faire les marchés. Et qu'est-ce qui se passe au printemps, quel type de fleurs elle va devoir soit cultiver, soit ramasser, comment elle s'occupe de ses abeilles et comment elle forme son neveu. Est-ce que c'est son neveu? Oui, je crois. Il vient passer quelques jours chez elle et elle le forme au fait de récupérer le miel. Et en fait, elle lui explique que il va forcément devoir se faire piquer et que ça passe par là. Et donc, pour le désensibiliser, elle lui fait d'abord une piqûre d'abeille par jour, puis de 2 abeilles, puis de 10 abeilles. Enfin, ce sont que des anecdotes pour les gens qui sont passionnés d'animaux, de nature. C'est passionnant. En fait, on a juste envie d'enfiler nos bottes et d'aller avec elle dans sa cave pour sauver le passage du serpent, caresser son chien qui s'est fait attaquer par des loups le soir, et comment elle va faire pour sauver ses poules des renards. C'est fantastique. On a lu ça avec grand plaisir tous les deux, donc je le conseille, c'est une pépite. Ensuite, deuxième livre que je n'ai pas avec moi malheureusement, je suis navrée, mais ça j'en ai parlé déjà sur ma page Instagram. C'est une jeune autrice aussi et c'est son premier roman, donc je suis tellement contente de porter des jeunes autrices là cette année. Je sais pas, il y a eu une explosion de textes comme ça que j'ai trouvé fantastique. Donc là, il s'agit de Camille Goudot avec son livre Les chats éraflés. Alors on parle d'une narratrice, mais là aussi ça semble quand même être vraiment du vécu puisque c'est l'histoire de son écrivaine. La narratrice a une vingtaine d'années, elle quitte une atmosphère familiale extrêmement lourde puisque sa mère l'a plus ou moins abandonnée et l'a laissée à la charge de ses grands-parents. Elle quitte cette atmosphère comme ça étouffante et elle part à Paris. C'est vraiment le récit d'émancipation classique. Une jeune provinciale arrive à Paris. Elle a juste sur un petit papier le nom d'un cousin qu'elle peut potentiellement aller contacter pour un peu d'aide. Et ce cousin est bouquiniste sur les quais de Seine. Et finalement, cette jeune femme découvre l'univers des bouquinistes. Et c'est un livre mais délicieux, délicieux, sur l'univers de ces gens qui sont toute la journée dans les vieux livres. Qu'est-ce qu'ils vendent, comment ils s'occupent, comment ils font pour gérer leur stock, comment ils se fournissent, qui achète les livres anciens sur les quais de Seine. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que vivre à Paris à 21 ans dans une chambre de bonne avec des toilettes sur le palier? Qu'est-ce que c'est cette soif comme ça, cet amour de Paris qui nous pousse à vivre dans des circonstances assez terribles. C'était extraordinaire et alors là, écrit mais d'une manière... J'avais envie de surligner à peu près toutes les phrases, donc vous pourrez aller relire le petit post que j'ai fait sur mon Instagram, mais vraiment, Les chats éraflés, Camille Goudot, j'attends la suite.